Professeur Didier Raoult, que constatez-vous dans l'évolution récente de l'épidémie de coronavirus à Marseille? On voit que le nombre de cas est en train de s'effondrer à une vitesse étonnante, sans que nous, on ait changé nos paramètres de mesure, puisque nous utilisons les mêmes depuis le tout début, c'est-à-dire depuis janvier. Donc, depuis janvier, on teste de la même manière, on rend les résultats positifs avec le même niveau, c'est-à-dire le 35 CT. Et donc on voit sur ce premier travail que le pic a été atteint vers la fin du mois d'octobre, et que depuis ça n'arrête pas de descendre, et qu'on est passé du pic de cet épisode épidémique dans les gens qui venaient directement à l'IHU se faire détecter, de 219 à 26. Donc il y en a 10 fois moins maintenant, et la pente est en train de diminuer d'une manière absolument spectaculaire. Ceci se voit aussi si on est sur une plus grande échelle, c'est-à-dire là on teste à peu près 1500 personnes par jour. Là c'est tous les prélèvements qu'on nous envoie des hôpitaux, de l'extérieur, etc. On voit que c'est exactement la même tendance, et on voit que ceci se traduit avec un tout petit délai, ce qui est normal, dans le nombre d'hospitalisations qui décroît de manière très significative. Le nombre d'hospitalisations en réanimation est en plateau, mais c'est normal parce qu'il reste un certain temps en réanimation, mais on voit que ça n'augmente plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'entrées qu'il n'y a de sorties. Donc les choses paraissent stabilisées. Après, l'avenir est incertain, mais globalement, ce qui est en train de se passer, c'est un peu avec une pente qui est un peu de même nature que celle du premier acte, une diminution très rapide du nombre de cas. Alors, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est, à laquelle on tente de répondre sur cette image, c'est, et à laquelle tout le monde va essayer de répondre maintenant qu'on commence à avoir des données, c'est quelle est l'importance des mesures sociales dans le contrôle de cette épidémie. Et là, vous voyez, on a représenté sous une autre forme l'épidémie telle qu'on l'a mesurée, nous, à Marseille, avec tous les patients de l'hôpital universitaire, pas que ceux de l'IHU, de l'hôpital universitaire. Et ce que l'on voit, c'est qu'en réalité, la fermeture des restaurants est arrivée au moment où la pente de la première scène du deuxième acte était en train de diminuer de manière spectaculaire, et qu'au contraire, elle a remonté avec la fermeture des restaurants. Donc on ne peut pas en conclure que les fermetures de restaurants ont aidé à contrôler la première partie, et le confinement, lui, en revanche, est arrivé aussi au début de la chute brutale du nombre de cas, et ceci avait été anticipé par les dosages que font les pompiers dans les égouts, qui mesurent avec un peu d'avance sur nous, je vous dire la réalité, les augmentations et les descentes. Ils avaient pu voir l'augmentation avant qu'on la voie nous, ils ont pu voir la descente avant qu'on la voie nous. Et donc on ne peut pas voir sur ces données d'effet des mesures sociales contraignantes sur l'évolution de l'épidémie, qui a donc d'autres raisons pour évoluer que celle-là. Alors, ceci est confirmé, il y a deux très jolis travaux qui sont à voir et à lire. L'un qui a été fait par Jean-François Toussaint dans Frontiers, et qui montre, vous voyez sur cette carte, quels sont les effets qui sont associés à une augmentation importante de la mortalité de la population, et quels sont les effets qui sont protecteurs. Alors, ce n'est pas une surprise pour nous depuis qu'on commence à y réfléchir. C'est dans les pays les plus riches que la mortalité a été la plus élevée, une partie, les pays dans lesquels les structures sanitaires étaient censées être les meilleures. Alors, bien sûr, il y a des cofacteurs, l'obésité, les problèmes d'une espérance de vie très longue, mais en plateau, le nombre de cancers, mais ça n'est pas lié au fait qu'il y ait un financement important de la santé. C'est paradoxal, c'est les pays dans lesquels il y a le financement de la santé le plus important, dans lesquels il y a la mortalité la plus élevée. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus protecteur? C'est ce côté-là, eh bien c'est les gens il y a eu moins de morts dans les gens qui connaissent les maladies infectieuses. Ça, c'est la première fois qu'on le dit, c'est-à-dire
les gens qui ont encore un problème avec les maladies infectieuses savent gérer les maladies infectieuses, tandis que les pays les plus riches, pour qui ça a cessé d'être une priorité, ne savent pas le faire. Et donc ça, c'est une vraie priorité dans les pays dans lesquels la mortalité par maladie infectieuse reste une cause importante de mortalité. Est-ce que les pays dans lesquels les maladies chroniques sont devenues les causes importantes de mortalité, manifestement, sont moins bien préparés à cet aspect-là. Et ce qu'on voit en haut, ça veut dire que c'est neutre, c'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui influence, c'est les mesures sociales de contraintes et de leur effet sur le fait qu'il y ait plus ou qu'il y ait moins de morts. Donc on voit là-dessus, il y a un paradoxe que moi je souligne depuis longtemps, c'est les plus riches qui ont payé le tribut le plus élevé, et une des explications, c'est celle-là, c'est ceux qui ont le plus d'habitude des maladies infectieuses. Un autre travail que je vous recommande, qui est accessible aussi, qui est un travail... C'est 2 collègues parisiens qui ont fait ça, hein, je ne suis pas que des Marseillais dont je parle. C'est un travail qui a été fait par Vincent Jarlier, dont je parle souvent, et qui montre ces corrélations, où il a corrélé qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qu'on peut relier au nombre de décès, et quand on regarde, eh bien, ça n'est ni les mesures de contrainte, ni l'urbanisation, ni même le pourcentage de la population supérieure à 65 ans, mais c'est la précocité de la mise en place des tests diagnostiques, pour lequel nous avons eu un retard très important, sur lequel je me suis exprimé à plusieurs reprises. Donc si ce n'est pas les mesures contraignantes qui ont fait ça, et si ce n'est pas la pauvreté, qu'est-ce que c'est ? Bien moi, ça fait un moment que je dis qu'en réalité, ça n'est pas la même épidémie à laquelle nous assistons depuis le début. Il y a des variants différents. Et par exemple, ici, c'est le premier variant que l'on a eu, qui s'est répandu dans le monde un peu partout. On a quelques cas sporadiques, mais pas plus. Il y a celui qu'on a appelé Marseille 1, qui a donné une petite épidémie ici, en revenant par bateau du Maghreb. Et on va voir d'une manière très intéressante qu'il ne s'est pas implanté ici durablement, il a duré 1 mois, et il ne s'est pas implanté ailleurs en France. Donc c'est resté ici. Ça, c'est très intéressant, puisqu'on va voir maintenant, les autres ont commencé à faire des génomes aussi, et donc on ne retrouve pas ce génome de Marseille 1 ailleurs qu'à Marseille. Donc c'est très intéressant. Ensuite, il y a ce Marseille 2 qui s'est répandu, on va le voir aussi ailleurs, et puis ce Marseille 4, dont on a l'impression que c'est celui dont on voit actuellement l'épidémie se diminuer, qui a causé notre deuxième partie de cette courbe très atypique, hein, en dos de chameau. Donc c'est qu'il y avait un premier épisode avec le Marseille 1, une confusion avec ce Marseille 2, et puis ce Marseille 4 qui a pris le dessus et qui a déterminé le très grand nombre de cas. Les gens nous disaient, vous savez, quand on est les premiers à dire quelque chose, certains ont l'habitude de dire que c'est pas vrai. Enfin, comme les gens finissent par faire les mêmes choses que ce qu'on avait fait avant, ils trouvent la même chose que nous quand même. Donc c'est très intéressant. Là, vous voyez, c'est enfin tous les génomes que l'on a en France. Et au moment où nous on a commencé à parler de ça, il n'y avait pas encore de disponible de génome de la deuxième épidémie. Donc bien sûr, personne ne voyait les variants que nous voyons. Nous, on a vu les variants et on voit que c'est pareil. Nous, celui que nous avons eu qui est le plus commun, c'est le 4. Et vous voyez que dans le reste de la France aussi, c'est le 4. C'est aussi celui qu'on trouve le plus en Europe. Et vous voyez, c'est celui qui s'est le plus répandu, dont on a l'impression qu'il est actuellement en fin d'évolution. Le deuxième qu'on voit le plus, c'est le 5. Et vous voyez que le 1, qui était celui qui nous a donné cette épidémie de juillet, arrivé en bateau, est resté à Marseille. On ne le trouve pas ailleurs. Vous voyez, donc, c'est des phénomènes qui sont liés à des micro-épidémies dues à des variants. Et là, vous voyez par exemple ce variant que nous, ici, on avait identifié rarement comme étant Marseille 9. Ici, à Marseille, il y a très peu sévi, mais manifestement, il y a des gens qui en ont beaucoup séquencé de celui-là. Et donc, il y a des endroits dans lesquels il a été plus fréquent que ce qu'il n'a été ici. Donc voilà
l'évolution des choses. Je pense que comme on a maintenant plusieurs cas de patients qui ont fait une première infection avec ce premier variant du premier acte et qui ont fait une infection avec avec le Barséka du deuxième acte, je pense que les gens vont être lucides sur le fait qu'il existe des variants distincts et qu'on peut faire une infection avec un deuxième virus très proche qu'on appelle aussi le Covid-19. Je ne sais pas si c'est le fait que l'immunité acquise est insuffisante pour protéger même contre le même virus, ou si c'est que cette immunité acquise contre un variant ne marche pas pour un autre variant, et ce sera des questions qu'il faudra bien résoudre pour essayer de mettre un vaccin au point s'il y en a un qui se met en place un jour. Voilà. Et enfin, la dernière chose, je suis content, là aussi, les choses se clarifient dans plusieurs journaux très importants, dont un que j'ai mis en ligne sur le British Medical Journal, et plusieurs des gens commentent, et j'ai vu que même l'OMS dit ça, ne recommande plus le remdesivir, qui est un médicament qui ne marche pas. Je voudrais bien qu'en France, on en prenne acte aussi, et qu'on arrête de recommander, perfuser le remdesivir, qui est un produit complètement inutile, et qu'on met par perfusion pendant 10 jours, ce qui est dangereux. Il ne faut pas faire ça, il faut s'arrêter. Tout le monde le sait maintenant. Et je pense que petit à petit, les gens vont prendre la mesure de tout ce qui s'est passé autour du remdesivir, parce que le scandale du Lancet Gate, qui essayait de faire croire que l'hydroxychloroquine était un produit toxique, n'était que l'autre face de la vente du remdesivir, qui est un produit qui ne sert à rien et qui est dangereux à utiliser. Et donc, une fois qu'on aura mis les deux faces en face l'une de l'autre, eh bien, l'étendue du désastre apparaîtra à tout à chacun. Merci beaucoup.